Bonjour tout le monde, on va patienter quelques instants que tout le monde se connecte. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On attend encore quelques instants et on va ouvrir ce webinaire. Super, ben on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, même si cet événement il est en virtuel, nous rejoignons cet appel de différents lieux à travers ce que nous appelons maintenant le Canada. Et je vous rejoins personnellement de Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal. C'est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Donc par la présente, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau, sur lesquelles je vous rejoins personnellement aujourd'hui. Et je tiens à les remercier pour leur hospitalité qui me permet de me joindre à vous dans de bonnes conditions. Hem, donc tout d'abord, nous souhaitons évidemment remercier nos commanditaires et les organismes partenaires des dialogues qui ont permis l'organisation de ce bel événement. Donc les dialogues pour le climat, c'est 2 semaines de rencontres sectorielles qui coïncident avec les dates de la COP et la COP se termine, comme vous le savez sans doute, demain. Donc c'est vraiment, encore une fois, une plateforme, propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs à la COP, mais ou même des enjeux environnementaux québécois et canadiens. Hem, donc vous pouvez retrouver l'ensemble de nos panels dans le chat et vous inscrire à d'autres. Hem, juste, un petit mot sur le fonctionnement de base de l'événement. Donc l'événement, il est enregistré, donc il faut garder ça en tête. Puis, Heu, expliquer aussi, pardon, vous pouvez évidemment poser des questions tout le long dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Par contre, on va privilégier une période de questions à la fin du panel et là, vous pourrez, lever la main si vous voulez, puis moi, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez donner un peu de contexte à votre intervention. Donc, merci beaucoup, puis je vais passer la parole à Marie Cadieux de la SNEF. Merci Marie. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je me présente, Marie Cadieux. Je vais être votre animatrice aujourd'hui pour ce beau panel. Alors, moi, je suis coordonnatrice en conservation marine à la Société pour la nature et les parcs, mieux connue sous le nom de la SNAP Québec. Donc, on est une organisation qui a pour mission de soutenir le développement du réseau d'air protégé au Québec. Donc, on travaille à la fois en milieu terrestre et en milieu marin. Et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour animer le panel sur la préservation du Saint-Laurent à l'ère des changements climatiques, qui s'inscrit d'ailleurs dans la thématique nature, occupation du territoire et océan de la COP 28. Alors, si vous suivez les COP, vous savez peut-être que l'an dernier, lors de la COP 15, la COP sur la biodiversité, les gouvernements du Québec et du Canada se sont engagés à respecter le cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal. Et dans le cadre de ce cadre-là, les gouvernements se sont engagés à respecter 23 cibles, dont la cible numéro 3, qui est la cible de protection de 30 des milieux terrestres et marins d'ici à 2030. Et puis quand on pense au milieu marin au Québec, ben, on pense surtout au Saint-Laurent. Puis là, j'avais demandé à Marie de mettre une carte du Saint-Laurent parce que souvent, moi, je viens de Montréal, souvent on entend parler du fleuve, mais le Saint-Laurent, c'est beaucoup plus grand. Donc, le Saint-Laurent, c'est le fleuve, l'estuaire et le golfe, qui est, ma foi, immense. Donc, j'en dis que c'est une mer intérieure. Donc, on a vraiment un grand territoire marin au Québec. Et cet écosystème-là, qui est le Saint-Laurent, ben, c'est vraiment un système socio-écologique complexe. Donc, c'est un milieu dans lequel vont venir cohabiter des communautés humaines et des communautés écologiques à travers une foule d'interactions. Et puis, justement, pour nous parler de toute la complexité de ces interactions-là, puis de tous les enjeux qu'on voit dans le Saint-Laurent actuellement, j'ai le plaisir d'avoir avec moi nos panélistes que je vais présenter à l'instant. Alors, dans mon ordre d'apparition à l'écran, je vais commencer par Chloé Lécuyer-Sauvageau, qui est agente de recherche à la chaire en recherche en économie écologique de l'Université du Québec en Outaouais. David Vien, directeur général adjoint et directeur du milieu naturel au Conseil régional de l'environnement, le CRE, de la capitale nationale.
Rodrigue Swop, qui est coordonnateur écosystème marin chez Novarium, un campus d'innovation en économie bleue. Et puis Marie-Hélène Rondeau, qui elle est chargée de projet pêche et aquaculture commerciale à l'Association de gestion halieutique autochtone Mi'kmaq et Wolastoqey à la Gamme. Donc, bonjour à vous tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a un sujet vaste à couvrir aujourd'hui. On va se lancer tout de suite, sans plus attendre. Alors, pour mettre la table, j'aimerais savoir quelle est l'importance du Saint-Laurent pour vous. Donc, Chloé, je te passe le micro pour commencer, puis n'hésitez pas à vous relancer, là. Ben, bonjour, puis merci beaucoup pour l'invitation au panel. C'est sûr que moi, de mon côté, j'habite à Montréal, puis même si c'est une île qui est sur le Saint-Laurent, moi, j'ai pas eu beaucoup d'interactions directes et étroites avec ce plan d'eau avant mon stage postdoctoral. Moi, je l'aborde plus selon le prisme des services écosystémiques. Je sais pas, en fait, si vous voulez que j'en parle tout de suite ou si on passait aux autres personnes. Oui. OK. Donc, dans le cadre de de mon stage postdoctoral, je me suis principalement intéressée à l'importance des belugas dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, surtout, par exemple, dans l'estuaire, à cause de son importance du point de vue récréatif, qui est un service écosystémique culturel. Donc, l'idée, c'était d'obtenir une valeur économique pour souligner l'importance de ce service écosystémique-là. Euh, mais un service écosystémique, c'est quoi en fait, là? En fait, c'est un cadre qui est utilisé pour décrire les bénéfices fournis, les bénéfices des écosystèmes fournis aux humains. C'est un outil qui est assez normé, mais le but, dans le fond, des catégories, c'était notamment de sensibiliser les gens à la multiplicité des bénéfices fournis par les écosystèmes, puis d'inclure ces services-là dans la prise de décision. Puis dans le contexte du Saint-Laurent, c'est ce que je vais vous présenter, c'est un peu plus technique. J'imagine que les gens vont avoir d'autres relations au territoire que moi, là, mais donc dans le contexte du Saint-Laurent, quand on parle de services écosystémiques, certains des plus évidents sont ceux qu'on appelle des services d'approvisionnement. Par exemple, la nourriture, que ce soit les poissons, les mollusques, les algues, crustacés, puis même la sauvagine qui utilise une partie des côtes. On a aussi l'eau potable, parce qu'il y a quand même 36 prises d'eau potable entre le lac Saint-François et l'île d'Orléans sur le fleuve. Ensuite, il y a des services qu'on dit plus de régulation. Alors là, on peut penser à la protection côtière. Euh, on peut penser aussi à à la régulation du climat par le stockage du carbone dans certains marais, par exemple, côtiers. On peut penser aussi aux services de soutien. Donc là, on peut penser à différentes zones nécessaires pour des espèces, dont par exemple les aires de nidification, de frai, de reproduction, les pouponnières, aussi les zones d'alimentation, les habitats pour les espèces migratoires, puis évidemment, c'est juste des exemples. Puis en termes de catégories de services, il reste celle des services écosystémiques culturels, qui inclut le tourisme puis la récréation dont je vous ai parlé, mais il y a aussi les pratiques culturelles et spirituelles, les cycles patrimoniaux ou d'importance culturelle, spirituelle, la beauté des paysages comme tels, l'éducation, la sensibilisation, le sentiment d'appartenance à un lieu, à une communauté, puis la contribution à une identité culturelle. Puis alors que certaines catégories de services écosystémiques sont plus ancrées dans une réalité écologique, biophysique, tu sais, comme les services de régulation ou de soutien, celles des services écosystémiques culturels relèvent essentiellement de la relation au territoire. Euh, donc là, pour explorer ces valeurs-là, il faut généralement aller au-delà d'un exercice un peu quantitatif de valorisation des services, puis comprendre les usages puis les relations humaines-environnement. Mais malgré ça, avec le court tour d'horizon que je vous donne, qui prend pas en compte non plus les réalités régionales différentes entre les différentes sections du fleuve, par exemple, on peut percevoir que le fleuve a un rôle fondamental à plusieurs niveaux aussi dans nos vies. Ça peut donner un peu la table pour le début de la discussion. Oui, merci. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, peu importe dans quel secteur d'activité on est, on a un rapport au fleuve. Puis comme tu l'as mentionné au tout début de ton intervention, à Montréal, on n'est pas, ben, c'est un milieu urbain où on est souvent comme plus tourné vers le milieu terrestre, mais on est tellement dépendant du Saint-Laurent aussi. Et je pense à la voie navigable qui est le Saint-Laurent, là, puis on sait le port de Montréal, c'est un grand port, comme
c'est vraiment un incontournable. Le gouvernement a des plans aussi en lien avec ça. Tu vas peut-être nous en reparler plus tard du transport maritime. Mais c'est ça. Sinon, je me retournerai peut-être vers Marie-Hélène pour répondre à la question aussi. Pour toi, c'est quoi l'importance du Saint-Laurent? Tu travailles avec plusieurs communautés, nations autochtones. Est-ce que tu as une vision qui compléterait celle de Chloé? Ah oui, ben je peux. En fait, oui, c'est pour faire du pouce sur ce que Chloé a dit. Moi, je pourrais dire que ben, dans le fond, le Saint-Laurent, ça forge les humains qui habitent le long de ces rives. Si on pense, par exemple, aux premiers peuples qui occupent les rives du Saint-Laurent depuis des temps immémoriaux, que ce soit le fleuve, justement, c'est un endroit qui est plus étroit, qui est très urbanisé en ce moment, où l'eau est douce. L'estuaire, où on parle d'eau saumâtre, d'un endroit où il y a des grandes amplitudes des marées, ou le golfe, qui est plus un milieu marin, qui est vaste et qui est peu densément peuplé. Ben, on peut penser donc, ben, sans s'y limiter au peuple Mohawk, Abénaki, Huron, Wendat, Wolastoqey, Innu, Mi'kmaq. Ben, il y a beaucoup, ces nations-là, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils entretiennent une relation fondamentale et sacrée avec la mer. Pour avoir travaillé moi-même avec les peuples Mi'kmaq et Wolastoqey, j'ai appris que la relation qu'ils entretiennent avec la nature va au-delà de l'utilité ou même la définition d'un métier. C'est une relation qui est culturelle et spirituelle, donc elle forge l'identité. C'est super intéressant. Est-ce que tu as des exemples de communautés qui sont vraiment tournées vers le Saint-Laurent à travers leurs activités traditionnelles ou leur identité culturelle? Oui, ben c'est ça. Moi, je travaille avec notamment les Mi'kmaq. Eux autres, les relations avec les ressources aquatiques sont comprises dans toutes les facettes de leur vie. Ça, c'est des études qui ont été faites, si vous voulez, avant la. C'est des notions qui étaient là, présentes avant la colonisation. Donc, par exemple, là, il y avait un système de croyances cosmologiques, c'est-à-dire l'origine et l'évolution de l'univers. Euh, il y avait une relation avec les ressources aquatiques dans l'éducation, dans l'organisation politique et familiale et même dans le commerce. Merci beaucoup, super intéressant. Maintenant, Rodrigue, je te lance la même question, l'importance du Saint-Laurent pour toi qui travaille plus avec des entreprises en développement, puis qui a plus un regard aussi sur la conservation, la protection des milieux marins. Je te laisse la parole. Ben, en fait, le Saint-Laurent, pour moi, c'est lorsqu'on vit dans une ville comme Rimouski, c'est sûr que sur la côte, directement au niveau de l'estuaire, on ne peut que sentir, avoir un sentiment d'appartenance à ce fleuve. Puis, pour moi, le Saint-Laurent, c'est un laboratoire vivant. D'autant plus que avec les interactions qu'il a directement avec le secteur maritime. Des fois, on dit que c'est le plus grand estuaire au monde et c'est tellement grand, tellement vaste. Puis l'interaction avec les eaux océaniques est tellement palpable qu'on peut savoir à quel degré l'impact du changement climatique sur nos océans vont jusqu'à arriver dans nos eaux terrestres. Ouais, j'aime beaucoup l'idée de laboratoire vivant, puis c'est un laboratoire à ciel ouvert aussi, puis on se fait surprendre des fois même par la rapidité avec laquelle les changements s'opèrent dans le Saint-Laurent, puis tout ce qu'on a à apprendre, tout ce qu'on a appris de la biodiversité à l'intérieur du Saint-Laurent, du fonctionnement des écosystèmes, des interactions entre les différents milieux là, qu'on y retrouve, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour ce point de vue. David, je termine avec toi. Et ben, pas évident d'arriver en dernier. Vous avez tous dit des choses très intéressantes. Le fleuve, ben, c'est ça, c'est un côté très structurant de notre société. Chloé, Marie-Hélène l'a dit aussi. Surtout, depuis les temps immémoriaux, le fleuve fait partie de notre société. Donc, on s'est construit autour de ce fleuve-là. Fait que même si on n'a pas une relation intime aujourd'hui, des fois on l'oublie qu'il y a le fleuve là, mais tout notre environnement a été créé autour du fleuve. Puis il y a cet aspect exceptionnel aussi de, de, de ce cours d'eau-là. Par exemple, dans la région de Québec,
on est un des seuls endroits au monde où il y a des marais intertidales en eau douce. Les marais et l'eau douce, d'habitude, en tout cas, c'est pas ensemble. Mais ça, il y a juste ici qu'on a ça. Il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel au niveau de la biologie, au niveau de la biodiversité qu'on peut retrouver dans ce mélange d'eau douce-là et d'eau salée. Puis c'est aussi une grande fracture de notre territoire, donc qui bouge, disons, qui sépare un peu notre société, qui est divisée un peu entre rive nord et rive sud toujours. Mais c'est aussi la même chose au niveau de la biodiversité, au niveau des corridors écologiques. Ça fait aussi une grande division du territoire au niveau de la faune et de la flore qu'on peut retrouver en haut et en bas du fleuve. Mhm. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment caractéristique du Québec, le Saint-Laurent. Puis ça me fait penser, là, mais c'est Boucardiouf qui a fait tout un numéro, un spectacle tourné autour du Saint-Laurent. Puis c'est aussi une source d'inspiration, je dirais, pour plusieurs personnes. Le Saint-Laurent, là, d'un point de vue poétique, humoristique, peu importe. Mais ouais, grande source d'inspiration, super intéressant. Puis je rajouterais, dans le cadre de mon travail, on travaille beaucoup, comme je disais, sur le développement du réseau, le soutien au développement du réseau d'aires protégées. Puis je le vois à quel point le Saint-Laurent, c'est un lieu de partage aussi. C'est comme le partage de savoir, mais d'entraide aussi, de collaboration, comme on est beaucoup tourné autour de ça. Puis je trouve que ça rapproche énormément les gens, comme cet environnement marin-là. C'est vraiment un site... c'est ça, un site d'échange commerciaux, culturels, mais aussi humains, là, très, 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 très fort. Je pense qu'on a bien mis la table pour cette grande thématique. Donc, pour revenir justement à la COP 28 dans laquelle on se trouve, donc en lien avec les changements climatiques, j'aimerais poser la question, puis cette fois-ci, je commencerai par toi, David. Donc, quels sont les impacts des changements climatiques? Et là, j'aimerais ajouter aussi la notion d'activité anthropique qu'on retrouve sur le Saint-Laurent, ou qu'est-ce qui te marque le plus au niveau des changements climatiques dans le Saint-Laurent? En fait, en général, les changements climatiques vont entraîner une modification du cycle de l'eau. Donc, pour le fleuve, ça amène plein de modifications justement au fleuve, que ce soit les températures moyennes de l'eau qui vont augmenter, la fréquence des précipitations intenses. Il y a aussi plus d'évapotranspiration, d'évaporation. Donc, ça va augmenter aussi les périodes d'étiage plus sévères aussi dans le fleuve. Ça réduit, bon, il va y avoir une réduction des couverts de glace et de neige. Donc, ça va encore entraîner des impacts sur le fleuve. Donc, plus spécifiquement, là, le fleuve est alimenté à 80% par les Grands Lacs, à 16% par la rivière Outaouais, puis le reste, c'est les autres tributaires qu'il y a le long du parcours. Puis, juste dans les Grands Lacs, avec la modification du cycle de l'eau, on va avoir une baisse de 1 mètre des niveaux, donc de 20 à 40% du niveau des débits du fleuve qui va baisser. Donc, tout ça va proposer, là, spécifiquement pour le fleuve, il va y avoir plus d'épisodes de redoux, des fréquences des crues hivernales qui vont être aussi plus fréquentes. Bon, les étiages, j'en ai parlé, une augmentation des événements météo extrêmes. Puis la réduction, il va y avoir moins de crues au printemps et aussi une moins grande couverture de glace, donc plus d'érosion côtière. Donc, c'est un grand bouleversement là, qu'on va vivre là, puis qu'on a déjà commencé à vivre là, le long du fleuve. Puis ben, tout ça va avoir une incidence sur les habitats comme les milieux humides de riverains où les niveaux vont fluctuer beaucoup, donc il va y avoir plus d'érosion côtière, une perte de protection faite par la couverture de glace. La baisse des débits implique aussi une moins grande dilution des polluants qui sont envoyés au fleuve tout le long du parcours. Donc, on craint une qualité de l'eau qui risque de baisser aussi, où la qualité de l'eau va être il va y avoir une plus grande fluctuation. C'est plus difficile de la prévoir aussi. Puis tout ça, bon, l'aspect navigation qui risque d'être modifié, les patrons d'écoulement, l'érosion,
sédimentation qui va changer. Puis le fleuve est un site vraiment très difficile à naviguer. La dynamique des courants est très complexe pour l'avoir étudié dans le passé. Fait que si tout ça change, ben, il y a plein de choses qui vont changer dans la façon de naviguer notre fleuve là, pour le trafic maritime va être un peu bouleversé. Il va y avoir plus de débordements d'égouts à cause de plus de pluie. Bon. Côté biodiversité, on prévoit que, bien sûr, il va y avoir des espèces, il va y avoir des gagnants puis des perdants. Les espèces plus de température chaude vont prendre le dessus sur les espèces de température plus fraîche. Donc, la production de biodiversité va changer. Va-t-il en avoir plus ou moins probablement qu'il va y avoir plus de production de biodiversité, mais ça ne sera plus les mêmes espèces. Il va y avoir plus d'espèces exotiques envahissantes. L'accès au milieu naturel, là, aux habitats, va changer. Fait qu'il y a plein d'impondérables qu'on connaît moins encore. Puis au niveau des prédateurs, on prévoit qu'il va y avoir plus de requins blancs ou le thon rouge va pouvoir augmenter sa présence dans le golfe Saint-Laurent, mais ça va avoir aussi un impact sur tout le comportement là, d'autres espèces dans le fleuve. Par exemple, le krill ou le plancton aussi vont être affectés. Puis tout ça va faire plein de bouleversements là, qu'on ne connaît pas tant que ça encore, qu'est-ce que ça va devenir, en tout cas, moins, disons. Puis au niveau des services écologiques, juste un petit exemple, là, il y a plein d'impacts au niveau des services écologiques. Juste pour le lac Saint-Pierre, qui est comme un élément super important au niveau des services écologiques qui se trouve dans le fleuve, bien, la transformation qu'on risque d'avoir risque de coûter entre 878 et 2,3 milliards de dollars en perte de services écologiques. Puis là, on parle juste du lac Saint-Pierre. Donc, Uranus a fait quand même une bonne étude là-dessus qui nous en apprend pas mal. Ben ouais, j'ai mille choses qui me viennent en tête quand tu écoutes parler, mais pour rebondir rapidement sur ce point-là, puis après je vais laisser les autres panélistes élaborer aussi, mais c'est fou à quel point, tu sais, on le sait, on travaille tous en lien avec l'environnement. Les gens qui nous écoutent, j'imagine, être sensibilisés à l'environnement aussi. Mais les services que la nature nous rend sont inestimables et on est tellement privilégiés au Québec d'avoir accès à toutes ces ressources-là. C'est fou. C'est vraiment incroyable. Donc, quand tu parles de uniquement le coût lié aux transformations du lac Saint-Pierre en lien avec les changements climatiques, c'est astronomique, ça n'a comme aucun sens. Et raison de plus pour minimiser notre empreinte sur ces territoires-là, pour donner l'espace et la capacité à ces écosystèmes-là de s'adapter au mieux de leur capacité. Là, et des fois, avec un coup de pouce, on pourrait peut-être en reparler, mais de notre part. Mais oui, c'est ultra précieux, cette nature. Donc, ben, pour poursuivre la discussion, je me retournerai vers Marie-Hélène. Est-ce que tu vois, toi, à travers ton travail, comment est-ce que les changements climatiques affectent aussi, oui, l'environnement qu'est le Saint-Laurent, mais comme le quotidien des gens qui vivent de ces milieux-là? Tout à fait. Nous autres, on est là-dedans là, énormément depuis quelques mois parce que je ne sais pas si c'est peut-être un sujet qui est moins connu là, à Québec qu'à Montréal, mais au niveau des pêches commerciales, donc dans l'Est du Québec, on vit des gros bouleversements dans les principales activités de pêche commerciale. Là, je pense notamment à la pêche à la crevette. On voit là, en fait, en raison des changements climatiques et des activités anthropiques. Mais là, ce qui est récent, c'est que vraiment les changements climatiques sont venus bouleverser là, certaines conditions qui font qu'il y a certaines espèces qui sont vraiment défavorisées. Donc, on voit une diminution très importante des stocks de crevettes actuellement. On parle peut-être d'un possible moratoire même. Puis juste pour vous dire, tu sais, dans les pêches commerciales au Québec, tu sais, les principales pêches commerciales, que ce soit pour les Autochtones ou les Allochtones, c'est vraiment les pêches là, qui sont axées sur les crustacés. Donc, on parle de la pêche à la crevette,
la pêche au crabe des neiges et la pêche au homard. Fait qu'en ce moment, il y a une diminution de stock de crevettes. Il y a certaines espèces de poissons aussi qui vont vraiment pas bien, notamment le flétan du Groenland ou plus communément appelé le turbo. Certaines espèces aussi pélagiques, donc des poissons comme le hareng et le maquereau. On a de la difficulté à les retrouver dans l'environnement. Là, ils sont présents en moins grand nombre. Fait que tout ça, c'est ça, c'est surtout causé par des conditions environnementales dont David a parlé, qui sont défavorables pour ces espèces-là. On peut penser aussi aux crabes des neiges, mais pour d'autres, elles sont favorables, comme par exemple pour le homard en ce moment, on n'a jamais vu une telle abondance de homards dans les eaux québécoises et même environnantes, là, au Nouveau-Brunswick et tout ça. Pour le sébaste aussi, qui est un poisson de grande profondeur, là, qu'on appelle aussi le poisson rouge, qui vit dans le golfe du Saint-Laurent, les conditions environnementales sont très, très favorables. Et il y en a certaines qui sont aussi un résultat partiel de l'action de l'humain. Comme en ce moment, Rodrigue a parlé là, de l'augmentation possible là, de requins et de thon rouge, mais il ne faut pas oublier que les populations de phoques, notamment le phoque gris et le phoque du Groenland, lors des dernières décennies, les populations ont explosé. Ce qui fait que ça a un gros impact qui est absolument pas négligeable sur les espèces leur nourriture, qui sont en fait plusieurs espèces de poissons et crustacés. On a aussi un exemple avec le bar rayé, pour lequel, il y a quelques décennies, il y a eu un arrêt, un moratoire de la pêche partout dans le fleuve et dans le golfe du Saint-Laurent. Et même pour la population, justement, là, du fleuve, il y a eu une réintroduction parce que la population était extincte, mais ils ont pris la population de la rivière Miramichi au Nouveau-Brunswick et ils l'ont réintroduite. Et là, on voit une explosion de ce poisson-là. Fait que on est en train de vivre des gros bouleversements, puis c'est difficile, on manque beaucoup de prévisibilité. Il y a des économies là, qui vont s'effondrer peut-être au niveau local, puis ça va avoir des grands impacts sociaux puis culturels aussi pour les Premières Nations, notamment qui dépendent beaucoup économiquement des pêches, puis j'y reviendrai. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, c'est ça, nous, on est là à parler du volet comme environnemental, mais le volet social est toujours derrière aussi. Puis les impacts, les transformations qui sont visibles, puis même celles qu'on voit pas nécessairement encore, qui vont avoir des répercussions plus tard dans Saint-Laurent, mais ont un impact immense sur les sociétés qui vivent de ce milieu-là. Mais que, ouais, non, ça va être assez. Puis, chapeau à tous les gens qui doivent, qui s'adaptent actuellement, puis qui se virent sur un petit scène. J'ai pas d'autre expression, mais pour justement s'adapter rapidement à ces conditions-là, parce que les changements qu'on vit sont majeurs. C'est vraiment, vraiment important. Maintenant, peut-être pour rebondir un peu sur la gestion de la ressource, puis sur les stocks de poissons et tout, je me tournerais vers Rodrigue. Est-ce que tu avais d'autres éléments à ajouter en lien avec les changements climatiques, puis les variations des espèces qu'on retrouve? En gros, je suis un peu grippé, hein. En fait, je pense que David et Marie-Hélène ont vraiment déjà tout résumé. Tout a été dit parce que c'est quand on parle de l'eau, du cycle de l'eau, c'est interdynamique, fait que on retrouve tout se répercute, tous les effets sont liés, mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose d'aussi quand même assez essentiel, c'est le fait que présentement, au niveau du Saint-Laurent, on assiste à une baisse du taux d'oxygène. Quand je me souviens, quand j'étais encore plus jeune, on nous disait que l'eau, c'est la vie. Mais l'eau, c'est la vie. Pourquoi? C'est parce que dans l'eau, on a de l'oxygène. Mais si on arrive à un moment donné où on n'a plus d'eau, on n'a plus d'oxygène dans l'eau, ben, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que c'est encore de l'eau ou bien? Ben, je me pose juste la question. Mais ceci étant dit, c'est une des conséquences assez précises des effets des changements climatiques au niveau du Saint-Laurent. Déjà, depuis les années 80, on observait une baisse genre de 50% du taux d'oxygène dissous dans l'eau, mais depuis 2019, on est en dessous de 10%. Ça devient assez sélectif
pour les espèces et on arrive à toutes les conséquences que Marie-Hélène a citées tantôt. C'est sûr que ça va être défavorable pour certaines espèces, ça va aussi être profitable pour d'autres, mais il en demeure que c'est pas bien pour l'état de santé du fleuve. Donc, on va se trouver en train de perdre certaines espèces qui ne supportent pas ou peu le niveau d'oxygène qui se trouve présentement sous l'eau. Je fais référence ici, par exemple, aux espèces sédentaires telles que les mollusques, puis certains crustacés, des poissons de fond aussi. Donc, personne n'est épargné, aucune espèce n'est épargnée. Puis, un autre élément aussi que j'aimerais partager, c'est sur l'acidification du fleuve aussi. Présentement, on dit que le taux d'oxygène, ben, du moins, c'est pas le taux d'oxygène, le pH du fleuve a baissé de 0,1. Mais quand on dit 0,1, ça semble être très négligeable, mais le pH c'est une fonction logarithmique. Et quand on calcule, ça fait déjà 30% d'acidité, ça devient plus acide. Donc, et ceux qui en souffrent, ce sont des coraux. Et s'ils en souffrent, ça affecte totalement la chaîne alimentaire parce que ce sont eux qui constituent la base du régime alimentaire de nos eaux. Donc, du coup, s'ils sont affectés, c'est toute la chaîne, dont on, toutes les ressources qui y vivent qui sont aussi affectées. C'est vraiment, comme on dit, la chaîne alimentaire, c'est vraiment une chaîne, un mécanisme de, de dégringolade ou bien comment on dit, d'effondrement qui va suivre par la suite. Euh, donc, ceci étant dit, je pourrais aussi juste ajouter que à part ça aussi, on assiste aux élévations du niveau de l'eau, qui était un phénomène assez primordial pour le moment. J'ai cru lire quelque part que d'ici 2030, certaines régions, 2030, 2100, selon l'endroit, certaines régions du Québec, de la ville de Québec, pourront se retrouver partiellement sous l'eau. Puis c'est vraiment assez alarmant de voir qu'on arrive à ce genre de résultat, juste parce que on n'est pas peut-être assez responsable en tant qu'humain de tous les impacts que nous faisons, de toutes nos activités, les impacts des activités que nous menons sur notre écosystème. Oui, non, c'est vraiment des bons points. Puis peut-être juste revenir sur quelques éléments que tu as amenés, mais peut-être toute la question de la mobilité des espèces aussi, c'est important parce que, ben, comme tu l'as dit, c'est pas toutes les espèces qui peuvent s'adapter, puis des espèces de fond qui sont sédentaires. Puis ça, je sais pas si tout le monde est au courant, mais on a vraiment des coraux au Québec. Souvent, on pense que les coraux, c'est dans les milieux tropicaux où il fait chaud et tout, mais on a tout plein de coraux d'eau froide au Québec, des coraux mous, c'est super beau, c'est vraiment coloré. Je vous invite tous à aller regarder des photos de ces espèces. Mais c'est ça, c'est des milieux de vie vraiment qui vont être euh, qui ont de la difficulté à s'adapter. Puis on le voit là, actuellement au niveau à la hauteur du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, les taux d'oxygène baissent énormément. Les températures montent. Puis ça va être, c'est ça, on va voir toute une transformation là, de du Saint-Laurent dans les prochaines années, mais ça sera, c'est ça, c'est d'où l'importance d'aller minimiser un peu les autres impacts, je dirais, de nos activités sur ce milieu de vie-là. Euh, Comme je répète, mais en fait, pour vraiment venir atténuer les sources de dérangement, puis laisser la place, l'espace à ces espèces-là je lis des commentaires en même temps, je m'excuse, je suis déconcentrée, mais n'hésitez pas quand même à mettre des commentaires dans le chat. Mais oui, donc tout ça pour dire que c'est ça. Les changements climatiques, on les voit, on les vit, on sait qu'ils vont être là. Il
faut bien les années encore. Même si on réduit nos taux de GES, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, minimiser les impacts sur cet environnement-là pour laisser l'espace à la nature de reprendre un peu le dessus, ça va être ultra important. Puis peut-être par rapport à ça, Chloé, je te passerai le micro, parce que toi, tu as eu l'occasion à travers tes recherches de te concentrer un peu plus sur les activités anthropiques puis sur les impacts de certaines grandes activités dans le Saint-Laurent. Donc, je vais te laisser en parler. Oui, ben c'est ça. Dans le cadre de mon postdoc, j'ai travaillé avec le laboratoire lycée qui est mené par Clément Chion. Puis eux autres s'intéressent vraiment aux impacts de la navigation à travers le bruit sous-marin, entre autres, là. Mais je voulais juste rebondir avant sur certains des éléments que David, Marie-Hélène puis Rodrigue ont mentionnés. Tu sais, je parlais des services écosystémiques tantôt, mais tu sais, tous ces impacts de l'érosion, l'augmentation du niveau des mers, puis tout ça, ça va avoir des impacts sur les communautés côtières qui vont devoir finalement s'adapter au changement climatique, là. Puis ça va avoir aussi des impacts au niveau du tourisme, mais même au niveau de leur mode de vie. C'est quand même des choses qui sont importantes. Puis quand on parle aussi du lac Saint-Pierre, il y a une professeure de l'Université de Sherbrooke avec qui j'ai travaillé, que elle et d'autres collègues ont fait une étude sur le lac Saint-Pierre. Puis dans le fond, l'impact là, de la chasse puis de la pêche, en fond, sur ces habitats-là, par le prisme là, de la récréation. Donc, c'est plus d'un point de vue humain, c'est toujours service écosystémique plutôt centré sur les humains, mais en tout cas, quand même, son nom, c'est Thierry à l'Université de Sherbrooke. Mais en tout cas, je voulais juste rebondir là-dessus, tu sais, pour faire le pont avec le concept, là. Mais au niveau des belugas comme tels, parce que c'est, dans le fond, l'espèce qui était centrale dans mon postdoc, euh, dans le fond, il y a certains des éléments, comme je le disais, là, le bruit sous-marin, à cause de la navigation, dans le fond, quand les navires passent par le fleuve, ben finalement, il n'y a pas d'autre chemin, tu sais, pour passer par la voie maritime. Alors là, quand il se déplace dans le fleuve, il y a du bruit ambiant. Ça a un impact, dans le fond, sur l'écolocation. Ça peut avoir des effets indirects aussi là, sur la disponibilité des proies. Tu sais, c'est des facteurs qui sont indirects, plutôt là, l'impact du bruit sous-marin sur les belugas, mais quand même, là, c'est étudié par plusieurs institutions. Il y a aussi plutôt en lien avec dans le fond, il y avait beaucoup de cancers chez les belugas qui a été étudié. Puis, ils ont trouvé que c'était causé par les HAP, probablement. Mais ça, c'est intéressant parce que dans l'avis scientifique du ministère des Pêches et Océans qui a été lancé là, ou publié au début de l'année, ils ont découvert que, dans le fond, ces cancers-là avaient presque disparu à cause de la réglementation. Tu sais, c'était des substances qu'on envoyait dans les cours d'eau là, par des procédés industriels, je pense, là. Puis, dans le fond, cette réduction des cancers-là, qui est une chose positive, mais qui était liée à des activités humaines, ça a contribué à une hausse de la population. Mais, par contre, de belugas, mais par contre, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de mortalité des veaux, dans le fond, des bébés belugas puis des mères gestantes. Puis ils ont trouvé une relation, dans le fond, préoccupante entre la mortalité des veaux puis l'augmentation des températures de l'eau. Donc ça, c'est des éléments qui sont encore à investiguer pour tous les processus par lesquels ça arrive. Mais euh, donc, c'est ça. Oui, non. C'est vraiment, ouais, vraiment, vraiment intéressant. Puis, tu sais, on sait, les belugas, c'est une espèce, je veux dire, c'est une espèce, mais l'industrie touristique liée aux belugas au Québec est immense, là. Il y a vraiment une grande économie qui est tournée autour de ça. Puis, ça m'amènerait, dans le fond, à notre troisième question, parce que là, on le voit, il y a énormément de changements dans le Saint-Laurent. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impactés par ces changements-là aussi. Euh, Puis là, ça devient très complexe de gérer un écosystème comme le Saint-Laurent qui est en changement aussi rapide, majeur, et dans lequel on retrouve comme beaucoup, beaucoup d'acteurs de différents secteurs. Fait que je me demandais,
à votre échelle, puis dans vos secteurs respectifs, comment est-ce que vous percevez la gestion qui est faite du Saint-Laurent actuellement? Puis est-ce que cette gestion-là permet de répondre aux enjeux dont on parle, aux enjeux en lien avec les changements climatiques, avec les changements de stock de poissons et tout? Donc, je commencerai avec toi, Rodrigue, pour cette question. Ben, merci, Marie. Ben, question assez complexe. J'aborderai la question plus sous l'angle de la gestion des ressources marines, des stocks de poissons. Puis, j'aimerais juste d'abord rappeler que ici, je parlerai plus des principaux stocks de poissons. C'est dit que ce sont des stocks qui sont économiquement importants, qui ont une importance économique, culturelle et environnementale, puis aussi qui ont une situation selon le comité sur les espèces en péril du Canada comme préoccupante. Donc, présentement, au Canada, on a répertorié environ 192 stocks. Puis, ça c'est au global dans toutes les eaux canadiennes, mais plus au niveau du Saint-Laurent, c'est quasiment 18% de ces 192. Puis, notons déjà que comment est-ce qu'on les classe pour savoir s'ils sont en santé, pour savoir l'état actuel de la ressource. On les classe selon l'approche des précautions en 3 zones. La zone verte, que je dirais, qui est comme la zone saine, puis la zone jaune, qui est intermédiaire, qui est la zone de prudence, puis la zone critique, qui est la zone rouge. Fait que la zone critique, c'est où le stock est déjà épuisé, il est effondré et nécessite des actions pour le ramener à l'étape supérieure qui est soit la zone de prudence, idéalement vers la zone saine. Puis chacune de ces zones sont séparées par des points de référence des points de référence définis scientifiquement. Puis l'état actuel fait savoir que on a environ, du moins, une autre partie, c'est la zone d'incertitude ou la zone incertaine. Ce sont des espèces, en fait, qui manquent des données scientifiques pour décider s'ils se portent bien ou pas. Puis, c'est la grande majorité des stocks des eaux du Saint-Laurent font partie de cette partie-là, environ 43%. Puis ensuite vient la zone critique, qui est représentée essentiellement par des poissons de fond qui se trouvent dans cette zone. Et ce sont des poissons qui descendent des stocks qui sont effondrés et qui sont, pour certains, en voie de disparition. Puis, ce qui est quand même aussi intéressant, c'est les stocks, comment on dit, du moins les stocks qui font partie de la zone de prudence ou la zone jaune. C'est essentiellement, on les retrouve lorsqu'on regroupe les différents stocks par catégorie, donc crustacés, poissons de fond, poissons pélagiques, mollusques, c'est les 3 grands groupes. Puis dans ces groupes, on retrouve autant bien des stocks qui se trouvent en zone de prudence, donc qui nécessitent des actions pour les ramener en l'état sain. Puis, on peut que se réjouir de nos crustacés qui, ici, là, représentent la majeure partie des stocks qui sont, entre guillemets, en santé. Fait que, du moins, et ceci s'expliquerait aussi parce que quand on parle de stocks, ce sont des populations d'une zone géographique bien définie. Donc, on a plusieurs stocks pour chaque espèce. Donc, on va voir, par exemple, les poissons, les crevettes, on a à moins quatre stocks précis pour les crevettes, les crabes de neige. Puis, je ne m'en souviens plus du nombre pour le homard. Fait,
pour la même espèce, on a plusieurs stocks qui sont dans des zones assez différentes. Donc, c'est pour ça que vous pouvez comprendre que si on dit que les crustacés sont en santé, c'est parce que la majeure partie des stocks représentant cette espèce se portent bien. Puis, en matière de gouvernance, ça, c'était l'état rapide de ces stocks-là. Puis, il faut noter que la gouvernance des pêches ou alors des stocks se font par plusieurs outils, que ce soit les lois, les règlements, les politiques et autres. Puis, ici, je m'attarderai plus sur deux principaux. Donc, la loi sur les pêches qui a été modernisée il y a cela quelques années, 2019, si j'ai belle mémoire, puis la loi sur les espèces en péril. Donc, il faut déjà noter que ces deux lois qui sont gérées par deux ministères différents. Donc, la loi sur les pêches est pilotée par le ministère des Pêches, puis la loi sur les espèces en péril est pilotée par le ministère de l'Environnement et des changements climatiques. Puis, ce qui est particulier sur ces deux lois, c'est que l'objectif les deux lois sont complémentaires, puis ils ont quand même pratiquement les mêmes objectifs, c'est de restaurer les stocks qui sont en état de santé, qui ne se sentent pas bien, d'encourager des mesures de gestion qui vont concourir à ce qu'ils reviennent à un état où ils peuvent être utilisés de manière durable. Puis, la loi sur les pêches s'appuie principalement sur des données scientifiques comme on dit, des données probantes scientifiques, puis et sur une approche des précautions. Tandis que la loi sur les espèces en péril, elle se base sur des recommandations de la COSEPA, qui est la commission sur les espèces en péril, puis aussi sur des consultations publiques. Donc, ce qui rend la gestion un peu plus fastidieuse parce que au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau de la loi sur les espèces en péril, il n'y a pas comme un article ou une injonction à ce ministère de mettre en place le mécanisme le plus rapidement possible. Il n'y a pas une échéance pour cela. C'est assez dommage parce que quand on voit par exemple les stocks de morue et de merluches blanches qui avaient été reconnus par le ministère des Pêches, c'est-à-dire sous la loi de la pêche comme espèce en zone critique et avaient été classés, avaient été mis sous moratoire en 93 et en 95, mais c'est en 2010 pour la morue et 2013 pour la merluche blanche qu'ils ont été reconnus officiellement comme espèces, au moins été inscrites dans l'annuaire des espèces en péril au Canada. Et que ça a pris vraiment, vraiment assez de temps. C'est juste pour vous donner une certaine marge de temps. Puis c'est assez, je vois Marie, ouais. Puis c'est assez dommage que au niveau de la gestion, on arrive à des situations du genre. Et, cela empiète énormément, énormément à la suivi des espèces parce que pendant qu'on attend que l'espèce soit reconnue comme une espèce en péril, des fois, la pêche continue sur le stock. Elle continue à être exploitée, même si c'est avec des fois des taux bas, mais l'exploitation continue et elle continue à s'effondrer. Donc, ça, c'est
l'apport global que moi, j'aimerais ajouter sur ces points. Et au niveau des solutions, on va repasser tantôt. Non, c'est bon. Oui, ben, je suis pas du tout spécialiste de ces lois-là, mais en effet, de ce que j'en comprends, c'est ça, il y a vraiment une meilleure cohésion, peut-être, si je traduis bien ta pensée, là, à avoir entre le fonctionnement de la gestion, en fait, entre la gestion Oui, des stocks ben c'est ça. et, ouais. Il faut une meilleure cohésion entre Mhm. les deux ministères parce que ce sont une des choses qui rend aussi ça un peu compliqué, c'est que ce sont des espèces qui sont partagées entre plusieurs provinces, plusieurs territoires. Du coup, c'est assez compliqué de réunir des gens pour des comités par-ci, par-là. Fait que ça rend les choses plus compliquées, plus longues et c'est la ressource qui périt de toute façon. Mhm. Ouais. Ben, merci pour ça. Marie-Hélène, est-ce que tu voudrais rebondir sur Oui. la question? Oui. Ben, Rodrigue a parlé de quelque chose qui m'a aussi que je suis d'accord. Il dit que dans le fond, des fois, ça prend du temps avant quand le ministère, mettons, déclare qu'une telle espèce est en péril, ça prend des années avant qu'il y ait un plan de rétablissement. Et moi, j'aimerais dire, et aussi le contraire, une fois qu'une espèce est en péril, c'est très, très, très long avant que, si par exemple sa population augmente, et même de façon importante, c'est très, très long avant que le statut soit enlevé, puis qu'on ait le droit de la prélever, puis peut-être aider là, le déséquilibre que ça peut causer. Par exemple, c'est le cas en ce moment pour le bar rayé, puis pour le sébaste. Puis pour aussi répondre à la question autrement, en termes de gouvernance, ben c'est ça. Tu sais, dans le fond, la gestion des espèces marines dans le Saint-Laurent, ben c'est fédéral. Donc, Rodrigue l'a dit, c'est surtout le ministère des Pêches et des Océans du Canada qui gère ces ressources-là. Quand on pense aux espèces d'eau douce ou d'eau saumâtre, c'est plus au Québec, c'est compliqué, c'est provincial. Donc, c'est par exemple le ministère Faune, Forêt et Parcs. Fait que ça vient un petit peu ajouter à la complexité et à la lenteur des fois là, on parle de vouloir se revirer sur un dixaine, là. Tantôt, je pense que Marie t'a dit ça, là, mais malheureusement, on n'a pas cette capacité-là encore. Et une des raisons pour ça, ben, c'est que c'est ça, c'est beaucoup encore seulement les gouvernements qui décident. Mais moi, je vais parler un petit peu d'exemples que je connais. Dans le fond, les Premières Nations qui ont accès aux pêches commerciales depuis seulement 1999. En raison ben, d'un arrêt de la Cour suprême du Canada là, qui date de cette année-là. Ça s'appelle l'arrêt Marshall. Je n'irai pas en détail, mais c'est juste pour vous dire que dans les pêches commerciales au Québec, par exemple, en 1997, ben, il y avait 0% de débarquement qui était fait par des Autochtones. En 2007, on parle de 11%. Puis en 2017, on parle d'un peu plus de 16%. Puis on approche les 20%. Ben, les communautés autochtones donc participent à la pêche commerciale, mais au lieu de détenir un permis de pêche commerciale, on appelle ça un permis communautaire. Donc, au lieu d'appartenir à une seule personne, ça appartient à une bande d'Autochtones, une communauté. Et c'est eux qui décident comment sont utilisés les revenus générés par la pêche. Souvent, ça va pour financer les soins de santé, l'éducation, l'habitation. Par contre, malgré tous les jugements en Cour suprême qui reconnaissent que ben, les Premières Nations détenaient un droit de pêche et non un privilège et qu'ils doivent participer au processus de gestion et d'intendance des ressources, ben, c'est encore beaucoup le gouvernement qui décide. Puis là, on appelle ça la période de réconciliation. On est en train de se rendre compte de ce qui a été fait, puis dans une période de réparation. Ben, le discours du gouvernement, c'est beaucoup de la co-gestion, de la gestion collaborative, mais le processus est encore pas mal mené et décidé par le gouvernement fédéral quand on parle des espèces d'eau salée. Pourtant, on sait quand on lit des travaux d'historiens, anthropologues, que les Premières Nations avaient des systèmes de gestion qui leur étaient propres. Par exemple, si je pense aux Mi'kmaq, eux autres, ben, leurs activités de subsistance étaient gouvernées par un concept qui s'appelle, excusez mon micmac, mais le Nedugulimk. C'était dans le fond l'utilisation de l'abondance de la nature pour l'autosuffisance et le bien-être de l'individu et de la communauté. C'était de dire on nourrit la communauté adéquatement,
on a un bien-être économique, mais on ne met pas en péril l'intégrité, la diversité ou la productivité de l'environnement pour nos générations à venir, pour les 7 prochaines générations à venir. Puis il y avait aussi, tu sais, ça comprenait aussi un élément spirituel qui disait que dans le fond, on est tous à la même égalité, là. Il n'y a pas la supériorité de l'humain par rapport à la nature. Tu sais, fait que tout est relié. Les gens sont reliés aux plantes, aux animaux, à l'environnement. C'est le concept de toutes mes relations. Donc, pour revenir à la question, qu'en est-il de la gouvernance et de la gestion de cet écosystème? Moi, je pense qu'on peut faire mieux. Si on regarde, par exemple, justement, on parle de la COP et tout ça. En 2023, quand on regarde les rapports 6 à 10 du commissaire à l'environnement et au développement durable au Parlement du Canada, qui regardent un petit peu comment le ministère des Pêches et des Océans gère les ressources halieutiques, ils disent que le MPO n'a pas de données fiables pour assurer la surveillance et la gestion durable des pêches commerciales. Ça, c'est le vérificateur général qui fait ça. Quand on parle de données fiables, ça peut être le nombre de prises accessoires, là, dans le fond, les captures qui ne sont pas visées par la pêcherie, donc tous les autres poissons qui sont capturés, et aussi les caractéristiques biologiques des poissons qu'on recherche. Un autre exemple, pareil, c'est il y a le Comité sénatorial permanent des pêches et des océans qui a mené une étude en 2022 sur justement les pêches fondées sur les droits autochtones, tout particulièrement les droits confirmés par l'arrêt dont je vous ai parlé tantôt, l'arrêt Marshall. Puis dans le fond, le comité a déclaré que ces pêches-là ne sont pas mises en œuvre adéquatement par le gouvernement du Canada. Il n'y a pas eu assez d'éducation, de sensibilisation, d'intégration des Premières Nations. Puis que ça a été la source de tensions croissantes et même de violence au sein des pêches commerciales. On en entend moins parler au Québec, mais dans les Maritimes, il y a eu beaucoup de cas de violence lorsque les Autochtones sont rentrés dans la pêche, et il y en a eu jusqu'à l'année passée, là. Même il y en a encore. Fait que dans le fond, ce comité-là dit que c'est nécessaire d'adopter une approche nouvelle, une approche fondée sur la véritable collaboration puis un cadre décisionnel partagé. Pour faire le lien avec les prochains interlocuteurs, moi, je pense qu'en termes de gestion, il faut davantage de collaboration, que ce soit avec les Autochtones et aussi les communautés allochtones, avec les organisations environnementales et aussi avec les chercheurs, pas juste les chercheurs de Pêche et Océan Canada, mais les chercheurs at large là, de la communauté. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ça. Tout à fait. Je pense que c'est un élément essentiel que tu as nommé, là, ce partage de connaissances-là, puis de travailler en collaboration réelle avec les différents acteurs concernés par le Saint-Laurent, là, ça va être toute une nécessité. Puis rapidement, je vois le temps qui file, mais David, peut-être pour rebondir là-dessus, toi qui travailles plus aussi en milieu côtier, peut-être une vision un peu différente de la gestion du Saint-Laurent actuellement, ou ce qui devrait être fait. En fait, je proviens du monde des organismes de bassin versant, puis le fleuve est un bassin versant immense qui couvre une bonne partie du territoire de l'Amérique du Nord. Puis, pour réduire nos impacts sur le fleuve, Chloé en parlait par exemple du cas du beluga, où on a réussi à diminuer par la réglementation les HEP, ce qui a permis de diminuer les cas de cancer. Mais là, avec les changements climatiques, le débit qui baisse, tous nos polluants qu'on va envoyer dans le fleuve leur impact va être augmenté parce qu'il y a moins de dilution. Fait qu'il va vraiment falloir travailler à l'échelle de tout le bassin versant du fleuve Saint-Laurent, donc avec les Américains, avec une multitude de municipalités, des États, des provinces, pour réduire nos impacts sur le fleuve. Donc, réduire nos impacts sur le territoire, tout le territoire du bassin versant. Donc, améliorer de beaucoup la protection des milieux naturels, travailler dans la restauration de tout ce qu'on a abîmé dans les bassins versants des fleuves et tout ce qui est tous les polluants qu'on pourrait envoyer dans toutes les industries qu'il y a dans ce territoire-là. Là. Fait qu'on on voit que c'est quelque chose de très compliqué. Il y a des organisations qui agissent sur les deux côtés de la frontière.
par exemple, l'Alliance des villes du fleuve et des Grands Lacs, là, dont leur AGA va être quelque part ce printemps à Montréal, qui met une collaboration entre les municipalités tout le long du fleuve pour aider notre résilience ou aider une meilleure gestion de ce fleuve-là. Puis il faudrait revoir aussi notre façon d'habiter le fleuve. On s'est empiété dedans beaucoup. Fait qu'il faut travailler en restauration, puis peut-être le fleuve gruge, il y a de l'érosion côtière. Est-ce qu'on est obligé de refaire ces côtes-là où on laisse le fleuve aller, puis nous, on se retire un peu de l'humain, puis on laisse la nature reprendre ses droits? Il y a toutes ces questions-là qu'on doit se poser, mais il faut sortir de l'eau, là, voir ce qui se passe aussi dans la terre ferme, dans tout le bassin versant, qui va être important si on veut préserver la qualité de notre fleuve et de leur écosystème. C'est une lunette super intéressante. Puis tu ouvres la porte à la dernière question aussi, qui est plus autour des solutions, mais je me demandais avant de passer à la dernière question, si Chloé, tu avais des éléments à ajouter par rapport à la gestion et la gouvernance du Saint-Laurent? Ben, peut-être juste un petit, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont déjà été dits, là. En fait, on le voit avec toute la question des pêcheries, à quel point il y a beaucoup de niveaux, finalement, de prise de décision qui sont faites, puis de gestion. Puis aussi au niveau, là, des bassins versants en général, comme David le disait. Mais, tu sais, même, tu sais, en tout cas, fait qu'on a genre du transport de personnes, de la pêche, du tourisme, du commerce, les questions environnementales, la question des milieux de vie. Mais globalement, j'ai l'impression que pour assurer une gouvernance, je veux pas dire saine, mais tu sais, comme qui rencontre les objectifs de plusieurs, il faudrait peut-être identifier c'est quoi les objectifs clairement dans chacun de ces secteurs-là pour avoir des solutions, surtout considérant qu'il y a les changements climatiques qui arrivent dans le Saint-Laurent et que ça a des impacts à tous ces niveaux-là, puis que finalement, il faut trouver des façons de s'adapter puis peut-être changer nos façons de faire pour de façon cohérente, là. Fait que, tu sais, intégrer ça dans la gouvernance, prendre en compte des indicateurs de prise de décision, tout ça. Oui, tout à fait. Ça va être beaucoup d'éléments à prendre en considération. Puis, je rebondis là-dessus, en fait, à travers tous vos milieux professionnels, vous mettez en œuvre des projets qui contribuent à améliorer la protection du Saint-Laurent, que ce soit concrètement sur le terrain ou des fois c'est des projets un peu plus haut niveau, mais pour se laisser quand même sur une note positive par rapport à l'avenir du Saint-Laurent, j'aimerais qu'on parle des solutions que vous mettez déjà en place ou que vous aimeriez mettre en place pour, comme je disais, c'est ça, améliorer la protection du Saint-Laurent. Puis, je débuterais cette fois-ci par toi, Marie-Hélène, si tu avais des éléments à mettre de l'avant. D'accord. Ben, je vais parler de quelques projets qu'on fait chez nous à la gamme. On a différents volets, mais on a des projets de restauration, de réhabilitation de l'habitat. Par exemple, avec l'anguille d'Amérique, c'est une espèce qui est très importante pour les communautés. Bien, vous savez, c'est une espèce migratrice, dans le fond, qui remonte le fleuve du Saint-Laurent et les rivières pour aller s'alimenter dans, par exemple, les embouchures, les milieux humides, les lacs. Son parcours est souvent bloqué par l'installation de barrages, mais aussi par simplement des traverses de cours d'eau, là, par exemple des traverses mal faites, des calvites mal installées. Fait que nous autres, on a mené des projets là, dans le Bas-Saint-Laurent puis en Gaspésie pour identifier ce qu'on appelle les obstacles à la montaison des anguilles, puis ensuite les rétablir et ensuite aller faire des inventaires pour voir si effectivement on retrouve des anguilles en amont de ces obstacles-là. Il y a certaines organisations aussi qui font les mêmes types de projets pour le saumon de l'Atlantique, qui est une autre espèce migratrice. Si on parle, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est super important, nous autres, l'autonomie alimentaire, puis d'être capable de s'alimenter localement pour réduire aussi les impacts.
Ben, on travaille, on regarde, c'est-à-dire les membres de nos communautés nous parlent souvent de l'importance de restaurer les secteurs, par exemple, où la cueillette de mollusques était sécuritaire, mais il ne l'est plus, là, où est-ce que les bancs ont été fermés, soit en raison d'une surutilisation, mais surtout en raison d'une pollution qui vient surtout des eaux usées et l'augmentation de la température de l'eau n'aide pas aussi. Donc, c'est d'identifier des secteurs où est-ce qu'il y a il y a encore des bancs. Là, quand je parle de mollusques, là, je parle de moules, je parle de mie, ce qu'on appelle aussi des coques. C'est-à-dire identifier des gisements, donc des endroits où les populations sont encore élevées, il y en a quand même beaucoup, mais qui sont fermés en raison de la pollution. Souvent, ça vient du fait que les municipalités n'ont pas encore un système de traitement là, des eaux usées ou des eaux fluviales adéquats. Fait que c'est d'identifier ces endroits-là, de favoriser l'assainissement, puis et d'éventuellement réouvrir des secteurs qui seraient accessibles à toute la population. On a aussi des projets en algoculture, c'est-à-dire la culture en mer des grandes algues. Nous autres, c'est des laminaires dans la baie des Chaleurs. On a le premier site entièrement voué là, à la culture d'algues au Québec, c'est-à-dire seulement la culture d'algues. Nous autres, on développe des produits alimentaires, nos communautés, à base de grandes algues. Là. La mise en marché s'appelle, dans le fond, la petite compagnie s'appelle Salaweg. Ça veut dire c'est salé en langue Mi'kmaq. On fait des produits de relish de mer, de tartare, des épices à poisson. On est aussi en train d'élaborer un projet de recherche avec les gens de l'UQAR pour étudier le rôle des algues comme puits de carbone bleu. Parce que ben, c'est ça, les algues stockent du carbone un peu comme des arbres, de façon temporaire quand on les récolte et on les transforme. Mais il y a aussi une séquestration qui existe sur le site aquacole qui est reliée à la perte, dans le fond, des bouts d'algues qui s'érodent à cause des courants et des vagues, et juste de façon normale. Ces algues-là se déposent sur le fond marin, se dégradent, s'accumulent dans les sédiments. Et donc, ça fait une séquestration du carbone. Fait qu'il va y avoir des projets où est-ce qu'on va déterminer quelle proportion du carbone des sédiments vient des algues. Ça, c'est quelques exemples. Juste pour finir, on peut aussi, nous autres, s'améliorer quant à notre intendance, la façon dont on prend soin de notre Saint-Laurent. Chez les Mi'kmaq, il y a quelque chose qui s'appelle l'Edward-Monk. C'est la double perspective. Ça s'appelle l'approche parce qu'on voit d'un œil avec les forces et les savoirs des modes de connaissances traditionnels autochtones, des savoirs, dans le fond, qui se sont accumulés depuis des centaines, voire des milliers d'années. Eux autres, ils en ont vu d'autres changements climatiques, là. C'est pas la première fois qu'il y a des perturbations dans l'environnement. Et de l'autre œil, dans le fond, avec les forces et les savoirs des modes de connaissance occidentaux, dans le fond, la science moderne comme on la connaît. Puis, c'est d'apprendre à utiliser ces deux yeux ensemble au bénéfice de tous. Fait que, tu sais, c'est vraiment une ouverture d'esprit. Aussi, peut-être les Premières Nations aimeraient pouvoir exercer leur rôle de gardien du Saint-Laurent, dans le fond, de prendre soin du Saint-Laurent, peut-être de faire un peu moins de prélèvements, mais d'aller plus faire de la science, d'aller chercher des informations, des données quantitatives, qualitatives, se concentrer sur la qualité et non la quantité quand on prélève, puis de diversifier nos activités, avoir une flexibilité pour aller peut-être se retourner vers les populations qui sont en ce moment très abondantes, comme le phoque, le homard, le sébaste et le baril. Merci beaucoup. Ça fait du bien aussi d'entendre parler de projets concrets puis d'avenus pour l'avenir, là. C'est super encourageant, je trouve. Ben, pour poursuivre sur cette question, je te passerai la parole, Frédéric, si tu avais des éléments à ajouter. Oui, oui. En ce qui concerne les solutions, chez nous, au Novarium, nous accompagnons les entreprises, du moins des personnes qui ont des projets innovants dans le secteur de l'économie bleue, en lien avec la préservation des écosystèmes, la pêche, l'aquaculture, le transport maritime durable. Puis, euh, quelques startups que nous avons accompagnées, il y a par exemple Wellseeker qui
utilisent de l'intelligence artificielle pour détecter à temps réel des mammifères marins. Fait que, on connaît présentement l'enjeu qui est avec ces mammifères qui sont pour certains menacés. Puis, le fait de les détecter à temps réel permet d'avoir des données exactes sur leur position, de réduire, de permettre aux décideurs, ça devient comme un outil de décision pour les gestionnaires. Et aussi, ça permet de réduire l'impact environnemental du transport maritime sur la faune. Donc, le simple fait de pouvoir les éviter lorsqu'on navigue avec nos bateaux, ça permet justement à préserver ces espèces-là. C'était un très grand apport en termes de données pour les mammifères. On a aussi Devotion qui fait, ben, eux, par contre, ils ont créé une technologie, ils ont adapté une buée intelligente. Ils ont créé une buée intelligente qu'ils ont adaptée au casier à Oma. Puis avec ça, parce que l'enjeu venait du fait que on constatait qu'il y avait assez d'empêtrement des mammifères et autres espèces dans des filets qui sont suspendus, qui sont sous l'eau et suspendus, reliés en haut par des buées traditionnelles qu'on connaît, qui nagent sur l'eau. Puis là, ils ont pensé créer une buée qui descend sous l'eau avec le casier. Fait qu'il n'y a plus de corde qui relie le casier et la buée en haut. Et elle peut être remonter directement juste avec un seul clic sur la tablette, le pêcheur, il déclenche la buée, puis elle remonte avec le casier. Fait que ça limite vraiment beaucoup d'impact sur la faune. Oui, Puis aussi, je vais peut-être juste dire, ben, je vois le temps qui file, puis juste peut-être un dernier élément de réponse. Après ça, je vais passer aux autres panélistes, comme ça, on va prendre les questions. Mais je te laisse poursuivre. ben c'est ça, je ne devais pas aller très loin. Une autre, c'est la préservation des écosystèmes. On sait l'enjeu qu'on a présentement avec la pollution des microplastiques. On a une startup Olawan, qui a fabriqué une sorte je sais pas comment je peux l'appeler, de déneigeur, de souffleuse. Du moins, c'est un équipement qui permet d'aspirer de sable le sable des plages et de tamiser, séparer des particules de microplastiques. C'est en quelque sorte quelques-unes des entreprises qu'on a accompagnées jusqu'à présent. Non, Je mais laisse les autres continuer. ouais, non, c'est parfait, c'est parfait. Puis c'est super intéressant parce que toi, tu amènes tout un volet technologique aussi aux innovations, tu sais, qui peuvent être faites pour protéger le Saint-Laurent. Puis ça m'amène à rebondir sur les travaux de Chloé, qui avait un élément techno aussi à nous à mettre de l'avant dans le cadre des solutions. Ben oui, c'est ça. En fait, dans le laboratoire où j'ai fait mon postdoc, en fond, c'est une collaboration aussi avec la chaire, là. Il développe un outil d'aide à la décision. En fait, c'est de la modélisation multi-agent. Puis en fait, c'est un outil de simulation qui modélise le trafic maritime, entre autres, dans le but d'évaluer l'impact du bruit sous-marin, puis entre autres les risques de collision sur les baleines, donc principalement les belugas et les grands rorquals. Puis dans le fond, c'est ça, c'est dans un contexte là, d'activités anthropiques qui peuvent s'accentuer dans le Saint-Laurent. Ce genre d'outil-là peut évaluer certains des impacts de l'augmentation du trafic maritime, mais aussi de la réduction de vitesse si on veut tester certains scénarios, parce que c'est un outil dynamique. Mais en général, dans les travaux qu'on fait, on essaie beaucoup justement d'aider la prise de décision. Il y a des études qui avaient été faites dans le laboratoire puis la chaire sur la volonté à payer en fait du grand public pour, euh, pour améliorer la qualité des habitats ou protéger certaines espèces. Donc, à travers ces études-là, on voit vraiment que les gens ont un intérêt à protéger les espèces, les habitats. Il y a quand même une volonté là, sociale de ce point de vue-là.
Puis il y a aussi un dernier projet de recherche, là, puis après ça, je vais laisser la parole, mais qui s'appelle le projet Coast to Coast, qui est fait par une équipe de recherche, entre autres dans le laboratoire, ben dans la chaire, puis par une étudiante, euh, Yana Schuss. Puis, en fait, c'est une approche, elle a contribué à ce projet-là, mais c'est une approche intégrée d'évaluation des services écosystémiques à une échelle territoriale, mais dans une perspective d'analyse de cycle de vie, en fait. Fait que dans le fond, prennent en compte l'impact de plusieurs étapes de production dans la navigation sur les services écosystémiques. Puis elle s'intéresse surtout au lac Saint-Pierre. Donc, c'est ça, il y a plein de beaux projets qui se font pour essayer d'aider le plus possible puis développer des, des meilleures informations pour l'aide à la décision, entre autres, là. Génial, merci beaucoup. Puis, David, pour conclure, je ne sais pas si tu voulais nous parler de ça ou parler d'un autre élément, là, libre à toi, mais je trouvais ça super intéressant. L'élément, puis tu as commencé à en parler tantôt, mais un peu la restauration passive des milieux. Je ne sais pas si tu peux nous donner un petit mot là-dessus, puis peut-être après ça, je te laisse aller avec ce que tu Oui. voulais aborder aussi. Ben, en fait, oui, la restauration passive, c'est un peu le concept de que la nature reprend ses droits un peu souvent d'elle-même. Il s'agit à nous d'enlever l'élément perturbateur qu'on crée. Donc, que ce soit, par exemple, on a mis une structure dans le fleuve, on peut la retirer puis laisser les courants, les marées recréer qui pourrait se faire naturellement. C'est souvent les méthodes qui sont plus longues, mais qui vont mieux perdurer dans le temps. La nature horreur du vide, elle va reprendre ses droits, puis c'est correct comme ça. Mais nous, il faut qu'on enlève nos éléments perturbateurs dedans. Un des projets sur lesquels on travaille, entre autres, sur la qualité, qui a un impact sur la qualité de l'eau sur le fleuve, mais qu'on travaille directement dans les municipalités. On a initié le réseau Ville-Éponge qui vient aider tous les entrepreneurs, toutes les municipalités, les promoteurs immobiliers à intégrer les infrastructures vertes dans leurs aménagements, donc dans la réfection de la ville, pour faire en sorte que les villes vont avoir moins de rejet d'égouts, de surverse dans le fleuve, qui est un gros impact sur la qualité de l'eau. Donc, si on assure de gérer l'eau le plus rapidement sur site, au lieu d'envoyer l'eau le plus rapidement possible dans le fleuve, bien, ça permet d'éviter la surcharge. Donc, le réseau Ville-Éponge, c'est plein de formations qui est donné, mais c'est de l'accompagnement auprès des municipalités. C'est un réseau d'une 50aine de partenaires, je pense actuellement, que ça va du milieu de la recherche, des municipalités, des organismes environnementaux, des firmes spécialisées en infrastructure verte. Donc, tout ce monde-là ensemble, on se mobilise pour faire en sorte que l'adoption d'infrastructures vertes devienne de plus en plus naturelle pour faire un changement de pratique là, partout au Québec. Donc, ça fait partie des façons de travailler. Il y a tous les enjeux de conservation sur lesquels on travaille aussi beaucoup, conserver les milieux naturels. Faire aussi beaucoup de pression politique pour qu'on arrête d'étaler nos milieux urbains, donc de diminuer. Ça va un peu dans le mode de restauration passive. On va dire, on diminue notre impact sur le sol pour essayer de diminuer l'impact qu'on a sur le fleuve. Ben, merci beaucoup, c'est génial. Là, on est excellent parce qu'on est juste 3 minutes après notre plan d'horaire. Ben, merci vraiment beaucoup à vous pour avoir répondu à toutes ces questions-là. Puis on entre maintenant dans la période de questions des auditeurs du panel. Donc, je vais débuter par une question. Et là, je ne sais pas si les gens,
si la personne qui a pris la parole veut donner un peu de qui a écrit la question veut donner un peu de contexte, n'hésitez pas à parler. Donc, je vais débuter avec la première question que j'ai à mon écran, qui est une question de Agathe Mertz. Quel était le taux d'oxygène normal dans l'eau avant 2019? Alors, je ne sais pas si on a des spécialistes du taux d'oxygène. Et si vous aviez une personne, un panéliste en tête, Madame Mertz, vous pouvez aussi. Ben, j'imagine que la question est à moi parce que j'ai parlé de ça. Mhm. En fait, taux d'oxygène normal, je ne suis pas certain de l'avoir, mais ce qui est sûr, on a assisté à une baisse puis une stagnation. Avant 2019, le taux d'oxygène qui était avant 1980, on était dans les 50%, puis on est descendu à 20%. Il y avait une stagnation depuis ce moment-là. Puis depuis 2019, on assiste à une chute vraiment en dessous de 10%. Je ne sais pas si ça répond à sa question, mais Je peux peut-être ajouter quelque chose. En fait, le taux d'oxygène dans l'eau est quelque chose de très dynamique là, qui peut bouger d'un endroit à l'autre en profondeur comme en localisation télémétrique. Mais chose certaine, c'est on a recensé de plus en plus de périodes anoxiques, autrement dit sans oxygène dans les eaux profondes, donc auparavant. Donc, y a-t-il un taux d'oxygène normal? Je ne suis pas sûr qu'on est capable de donner un taux d'oxygène normal dans le fleuve. C'est tellement différent un peu partout selon les vagues. Mais le fait est qu'il y a beaucoup plus d'épisodes anoxiques ou de zones là, où il n'y a pas d'oxygène, d'où le problème que ça cause là, à la faune. Merci beaucoup. Alors, prochaine question de Liliane Boulac. Donc, ça va comme suit. Bien qu'il y ait des enjeux socio-économiques, n'est-il pas primordial de préserver d'abord la vie sur Terre et la protection du territoire parce que c'est la base essentielle à un équilibre pour tous, humains inclus? Est-ce que le Canada sera prêt à mettre cette protection au premier plan, comme au Costa Rica ou en Équateur, par exemple, même si cela implique des répercussions économiques, leur projet de loi étant plus solide sur ce sujet que le nôtre? Je ne sais pas est-ce que, si Madame Boulac, vous vouliez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, je vais laisser nos panélistes Ben, répondre à cette question. ça va un peu dans le sens que il faut se retirer un peu du fleuve. Mhm. Fait que, je pense un peu, c'est pas tant une question qu'un commentaire, je pense un peu comme Mme Boulac qu'il faut redonner un peu l'espace de la nature, puis essayer d'arrêter de s'entêter à garder nos bandes, Mhm. d'arrêter d'occuper nos bandes riveraines, par exemple, de façon intensive, là, donc de se retirer un peu pour redonner un espace de liberté. Puis je pense que Mme Boulac. Oui, il y a une question qui suit. Est-ce que les lois devraient changer? Je pense que la question est peut-être aussi au niveau, est-ce que au niveau du pays, est-ce que le gouvernement est prêt à faire ou de ce qu'on perçoit, ce que vous percevez dans vos milieux de travail, est-ce que le gouvernement est prêt à s'engager là-dedans? Est-ce que les lois sont suffisamment fortes pour nous permettre d'améliorer la protection de la nature? C'est comme ça que je comprends la question. Mais... Oui, OK. Excellent. Je n'ai pas l'impression qu'on est rendu là encore. Mais comme Mais d'autres collègues, je n'ai pas l'impression qu'on est encore rendu là. Je peux ouais. peut-être amener un élément de réponse que j'ai en tête, mais n'hésitez pas à compléter. À la COP 15 l'an dernier, il y a l'appel de Montréal qui a été lancé, qui est un engagement, dans le fond, qui propose de se questionner sur les causes sous-jacentes à la crise de la biodiversité puis à la perte de l'environnement. Parce que en fait, c'est ça, on le sait, nos activités ont des impacts majeurs sur ces milieux-là. Et de se questionner aussi sur notre rapport à la croissance économique qu'on vit, en tout cas à ce contexte-là dans lequel on est. Je pense que c'est un élément de réponse, là. Je sais que la Ville de Montréal avait adopté l'appel de Montréal.
Mais je pense qu'il y a des discussions très intéressantes à avoir sur le mode de vie qu'on veut adopter, puis les changements qu'on est prêt à apporter en tant que société. Puis je le vois beaucoup à travers mon travail aussi, mais quand la population est mobilisée pour une cause, puis qu'elle se fait entendre en masse, on l'a vu avec la COP15, il y a eu plein de belles annonces qui ont été faites, puis il y avait vraiment un mouvement commun qui était fait pour l'environnement. Fait que je pense que oui, c'est possible de bouger les choses, mais faut se mobiliser pour, puis il ne faut pas avoir peur de demander au gouvernement de prendre action en ce sens-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose? OK. Alors, je vais passer à la question de Chloé Tremblay, comme je n'ai pas encore lu sa question. Alors, elle se demande, est-ce que vous voyez le projet Saint-Laurent de François Legault et sa vision maritime Avantage Saint-Laurent comme préoccupant pour le Saint-Laurent? Si oui, à votre connaissance, y a-t-il des organisations ou projets qui se positionnent à ce sujet? Peut-être une question plus sur le trafic maritime. Donc, je ne sais pas si Chloé, tu as peut-être un élément. Oui, là, c'est pas sous mes yeux, là. Il me semble que le- les travaux qu'on avait faits avaient été un peu étaient destinés à orienter un peu la stratégie maritime parce qu'il y a quand même une volonté d'augmenter significativement le trafic maritime. C'est sûr que du point de vue du bruit sous-marin, puis des belugas, puis même des populations de grands rorquals en général, là, une augmentation du trafic maritime, ça va avoir un impact qui est difficile à envisager, surtout que la population est moins selon l'avis scientifique là, sur la population qui est sortie là, au début de l'année, il y a moins, il y a plus de belugas qui étaient estimés avec les modèles populationnels, mais quand même, c'est en deçà des, des, euh, des niveaux souhaitables pour maintenir là, la population. Puis aussi, il y a aussi plein de facteurs qui font en sorte que la population diminue, notamment à cause des veaux qui continuent de mourir à des taux plus élevés. Euh, donc, c'est sûr que de ce point de vue-là, une augmentation du trafic, ben, ça vient un peu à l'encontre euh, de cette réalité écologique-là, mais aussi au point de vue touristique. Comme je disais, mon postdoc, on s'est intéressé au tourisme par rapport aux belugas, mais si la population de belugas baisse de façon importante dans la région de l'estuaire, le tourisme qui va de pair avec va être définitivement influencé. Puis ça, dans le fond, c'est la qualité de vie de plein de gens, non seulement autour du tourisme, mais aussi pour l'éducation, la recherche. Là. On pense au GREM, par exemple, à Tadoussac. Bien, c'est plein de gens qui, s'il n'y a plus de belugas, ben, ils vont peut-être réorienter avec d'autres types de mammifères marins, mais quand même, ça serait vraiment une perte inestimable aussi, là, du point de vue de la valeur d'existence de cette espèce-là. Merci pour ta réponse, Chloé. Est-ce que quelqu'un voulait compléter pour la question? Sinon, peut-être rapidement, juste pour répondre aussi, la SNAP Québec, donc l'organisation pour laquelle je travaille, nous, on demande à ce qu'il y ait en fait une réflexion sur le contingentement du trafic maritime au Québec, que ça puisse être une discussion commune à avoir parce que, ben, comme Chloé le dit, ça fait plus de bruit, le transport maritime, mais c'est aussi plus de risques de collision, plus d'érosion. Donc, il y a différents enjeux. Puis avec justement la stratégie dont vous parlez, c'est des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on souhaite pour le Saint-Laurent en guise de taux de transport maritime? Donc, Ouais, puis peut-être juste ramener que, dans le fond, en tant qu'entité de recherche, on est plus là pour essayer d'amener le plus de réponses possible, puis ouvrir, avoir plus c'est ça, mener des recherches pour approfondir le débat, parce que justement, il y a peut-être une question là, de principe de précaution à prendre en compte. Là. merci.
Peut-être une dernière question, je pense qu'on va avoir le temps. Question d'Agathe Mertz. Si je comprends bien, certains moratoires ont permis de sauver des populations phoques barrayées. Cela est très encourageant, mais si je comprends bien aussi, cela ne serait pas efficace, ce ne serait pas si efficace que cela pour d'autres espèces menacées, qui elles sont particulièrement affectées par les changements climatiques. Est-ce que des moratoires pourraient toutefois être envisagés pour d'autres espèces menacées par les changements climatiques? Marie-Hélène, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, c'est parce que je pense que c'est moi qui ai amené cette Mhm. idée-là, mais en fait, ouais, j'ai peut-être amené. Ben, en fait, je pense que c'est peut-être pas une bonne chose. Justement, si je parle de ces exemples-là du phoque et du bar rayé, au niveau du phoque, on le sait, là, tu sais, en fait, c'est Brigitte Bardot qui a mené une grosse campagne là, contre la chasse qui a eu des répercussions mondiales là, sur l'effet ou l'image de la chasse aux phoques. Et ce qui fait qu'il y a eu il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'acceptent pas la vente ou le commerce de tout produit issu du phoque. Euh, et là, on se retrouve en ce moment avec une explosion des populations là, parce que le phoque n'a pas beaucoup de prédateurs à part le requin blanc, c'est pas mal l'humain. Et j'en ai pas parlé, mais bon, on peut peut-être dire, wow, c'est merveilleux, mais en ce moment, il y a un effet très néfaste aux surabondances de ces populations. Annuellement, par exemple, les populations de phoques dans le golfe du Saint-Laurent mangent l'équivalent de, puis là, je vais dire un chiffre conservateur parce que j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'était pour toute l'industrie de la pêche en Atlantique. Ils mangent 30 fois ce que toute la pêche en Atlantique pêche en termes de poissons. OK? Fait qu'on a beau dire qu'on va arrêter de pêcher, là, mais on a une flotte de phoques qui mange 30 fois ce qu'on pêche. Fait que c'était peut-être pas une bonne idée de laisser les populations croître comme ça, là. Pour le bar rayé, oui, il y a eu un arrêt complet de la pêche, mais en plus de ça, il y a eu une réintroduction. Des fois, les humains, quand on fait des actions, on pense pas, on pense que des fois, il y a une réponse simple à une solution complexe. Puis des fois, les réponses, ils ont des répercussions qu'on n'a pas vu venir, comme là, il y a eu une augmentation de la population qui a été réintroduite, mais en même temps, il y a eu une augmentation de la population naturelle, puis là, on est en surpopulation. Fait que je ne pense pas que les moratoires sont nécessairement la solution à des problèmes. Et aussi, oui, il faut peut-être modérer le prélèvement des espèces qui, en ce moment, en arrachent à cause des changements climatiques, mais il faut manger. Ça fait que moi, ce que je dis, c'est plus, oui, protégeons les espèces qui ne vont pas bien, mais faisons preuve d'adaptabilité, de flexibilité, puis allons prélever, permettons-nous de prélever des espèces qui vont bien. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait compléter? David, je vois que tu comme réfléchis ou non. C'est bon. Chloé, avais-tu autre chose à ajouter? Ouais, peut-être juste, c'est pas une spécialiste des stocks de pêche, là, mais la question des tipping points aussi, tu sais, des fois, peut-être que s'il y a un moratoire qui est mis en place trop tard, la population va juste pas se recouvrir. Puis, étant donné que les dynamiques populationnelles sont difficiles à estimer, ben, peut-être dans certains cas, un moratoire va être mis en place un peu trop tardivement, là. Euh, puis, ben, je sais pas, ça, c'est plus une question, en fait, pour Marie-Hélène, mais d'un point de vue, oui, les phoques vont manger beaucoup des poissons, mais tu sais, dans les eaux internationales, est-ce que ça a un effet? La pêche, en fait, aussi, est-ce qu'elle est comptabilisée sur ces Oui, stocks-là? le golfe du Saint-Laurent n'est pas soumis à la pêche internationale. Fait que c'est un bel exemple de qu'est-ce qui se passe. Là. Là, il y a pas de bateaux qui viennent pêcher dans ces eaux-là. Fait qu'on est quand même on a les bonnes informations. Là. Fait que c'est vraiment l'effet des phoques versus la flottille canadienne. Mais merci beaucoup. Il est rendu 4h33. C'était super intéressant, les discussions. Puis je pense que ça laisse place à d'autres discussions aussi, parce que comme on le voit, c'est extrêmement complexe. La question de la gestion, la protection du Saint-Laurent à ces temps de changement climatique. Alors, merci à tous d'avoir participé
participer à ce panel. C'est vraiment gentil d'avoir accepté l'invitation. Puis, bonne journée, bonne fin de journée à tous les auditeurs du panel également. Marie, je ne sais pas si tu voulais Oui, un petit mot de dire la autre fin. chose. Merci énormément pour avoir participé à ce panel. Et puis même, merci beaucoup à nos panélistes et à notre animatrice pour ces beaux échanges. Merci énormément. Puis je vous invite à remplir le petit sondage qu'on a mis dans le chat. Ça nous aide pour améliorer notre programmation de la prochaine année. Donc, écoutez, au plaisir de se revoir. Puis demain, c'est la dernière journée de la COP. On va avoir des panels sur le système alimentaire et l'eau. Et on va avoir évidemment un débriefage qui va nous faire un gros résumé de la COP 28 et des dernières négociations qui ont lieu. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Puis c'était un plaisir encore de vous écouter parler. Merci. 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 Merci à vous.